Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Sport Stream. Chaque semaine dans le canapé, un athlète pour une discussion en tête-à-tête. Alors un jour, un grand sportif a dit « Du basket au cyclisme, il n'y a qu'un pas ». Non, je rigole, personne n'a jamais dit ça puisque c'est complètement improbable, ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, c'est l'histoire de mon invité. J'ai demandé à Mathilde Gros de me rejoindre sur ce plateau. Ça va Mathilde? Ça va bien? Ouais, ça va, nickel. Bah, vas-y, installe-toi. Merci. Bon, c'est vrai que Mathilde, t'as une histoire assez folle, on va y revenir longuement dans cette émission. Petite musique, Stronger de Kanye West, j'avoue qu'elle donne la pêche celle-là. Ouais, c'est celle-là, à chaque fois je la mets avant d'aller faire mes courses, franchement je suis à fond. Ouais, bah oui, c'est vrai que cette musique, je trouve, déjà elle est intemporelle, elle traverse vraiment les générations, et puis c'est vrai que quand tu l'écoutes, t'as envie de t'activer. Ouais, c'est ça, franchement, en plus nous c'est vraiment du on-off, c'est toute la journée, et puis c'est un duel, c'est vraiment un fight, et ça permet vraiment, enfin moi perso, depuis que je suis arrivée dans le vélo, je la mets à chaque fois sur toutes les compètes, et ça me permet vraiment de me mettre dans la bulle et d'y aller à fond, quoi. Magnifique, bah, on va être à fond pendant cette émission. Mathilde, je tiens à souligner, superbe ensemble Adidas, Merci. C'est quand même le partenaire. Aux couleurs du plateau, ouais. Tout de même, hein, le petit J'ai canapé. pas fait exprès, je savais pas. Mais, à souligner, Mathilde, donc tu reviens de la Track Champions League, 5 manches, du 23 novembre au 7 décembre. C'était la dernière compétition de la saison pour toi. Comment ça s'est passé, Mathilde? Bah écoute, franchement, j'étais super contente déjà de la faire. L'année dernière, j'avais pas pu la faire parce que c'était prépa Jeux Olympiques, donc du coup, c'est vrai que c'était pas possible. Et là, le fait de l'avoir fait, franchement, ça s'est bien passé. Il y avait un très très gros niveau, donc du coup, je termine 10e à la fin. Et j'étais vraiment contente de pouvoir remonter sur mon vélo et refaire des matchs avec des filles. C'était vraiment sympa. Et c'est sympa vraiment comme compétition, hein, cette TCL, parce que ça, voilà, ça permet de mettre en avant l'aspect spectaculaire du cyclisme sur piste. C'est une discipline spectaculaire, mais là, il y a tout un jeu de lumière. C'est un peu, là, toi qui as fait du basket, la WNBA ou la NBA du cyclisme sur piste, c'est un peu ça, finalement. Ouais, franchement, c'est vrai qu'en plus, nous, on fait un sport qui est hyper impressionnant. Ouais. Et en fait, sur la télé, ça passe super bien grâce à la Track Champions League parce qu'on fait en plus tout avant des petites interviews, des petits trucs où en fait, on se retourne, on regarde quand ils affichent nos noms et tout. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Et ça met en avant notre sport, ça nous permet de courir aussi, ça permet aussi aux spectateurs de découvrir notre sport. Et je sais qu'il y avait une manche à Paris, la première manche, c'est la 4e année, je crois qu'ils font ça, une manche à Paris, ou la 3e année, quelque chose comme ça. Et franchement, ça marche, mais vraiment, vraiment bien. Et les gens sont super contents parce que ça dure 3-4 heures. Ça commence à 17h, à 20h, c'est fini. Et en fait, tu vois des spectacles, tu vois vraiment des courses de malades. Alors nous, on est à fond, ça enchaîne énormément. Ouais, mais du coup, les gens, c'est réduit. Du coup, en fait, c'est pas t'attends pendant 2 heures, il y a une course, tu comprends pas trop les règles et tout ça. Donc franchement, c'est vraiment intéressant pour le grand public. Tu l'as dit, hein, la première étape, c'était à Paris, donc sur cette piste de Saint-Quentin-en-Yvelines. La piste des Jeux, forcément. Ça a dû être un moment assez spécial pour toi de retrouver cette piste peu de temps après les Jeux, hein, finalement. Ouais, en vrai, ça faisait bizarre parce que j'ai tellement de souvenirs sur cette piste que du coup, c'est vrai que tu as l'impression, elle change en fait, elle est différente. Et puis du coup, il y a une histoire qui s'est créée à ce moment-là, depuis 2022 avec mon premier titre de championne du monde, les Jeux. Puis aussi, j'avais fait un round aussi à Paris en 2022 à la TCL où j'avais récupéré le maillot de leader. À chaque fois quand je suis dans ce vélodrome, je suis hyper soutenue. C'est juste, pour moi, c'est le plus beau vélodrome du monde. Et les étrangers le disent aussi. Et franchement, c'est incroyable d'avoir pu vivre des moments comme ça dans mon petit vélodrome, quoi. Et tu l'as dit, c'est un peu ton vélodrome. Tu as vécu des émotions de dingue, des émotions un peu plus mitigées, un peu plus dures. Si je te dis que cette piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, tu l'aimes autant que tu la détestes, tu me réponds quoi, Mathilde? En fait, je l'aime parce que j'ai vécu des moments incroyables. Et je la déteste en fait quand je fais les entraînements et que c'est super dur, que tu as la poubelle à côté, que t'es vraiment pas bien et tout. Mais après, même si par exemple au jeu ça s'est pas passé comme je le voulais, je me dis mais à mes enfants, à mes petits-enfants, je leur dirais mais regardez ce que j'ai fait, quoi. C'est juste incroyable d'avoir pu vivre ce que j'ai vécu. C'est sûr que j'ai été triste, j'aurais aimé, tout le monde aurait aimé, tous les athlètes je pense de Paris auraient aimé ramener une médaille, mais j'aurais des souvenirs que d'autres personnes n'auront pas sur cette piste et je pourrais dire je les ai faits et du coup c'est juste, je me dis j'ai de la chance.
Tu parlais un peu de l'entraînement et voilà, c'est pour ça aussi que des fois tu la détestes un peu, cette piste, la poubelle à côté, parce que c'est des entraînements où clairement on vomit à la fin. Ouais. Il faut le préciser quand même pour nos téléspectateurs. Tu peux d'ailleurs nous dire à peu près combien de temps tu t'entraînes par semaine, juste pour que les gens aient un ordre d'idée sur des grosses, tu vois, des semaines chargées, des grosses semaines. Par jour, on est à peu près à 5 heures d'entraînement par jour, donc entre 20 heures et 25 heures par semaine. Et sans tous les à côté, les soins kinés, la nutrition, les étirements, enfin bref, il y a énormément de choses. Donc en vrai, quand je rentre le soir, généralement, je mange et j'ai peut-être 1 heure pour un peu regarder d'autres sports, etc. Ouais. Et après, je vais me coucher. Ah ouais, quand tu rentres, tu regardes d'autres sports. T'es vraiment une passionnée, toi. J'adore, mais j'aime vraiment tous les sports. Genre, j'ai la chaîne là, de sport où il y a tout. Sport en France Bah oui, aussi. Oui. Et là-dessus, il y a tout. Et du coup, en fait, à chaque fois, je regarde. Là, en ce moment, c'était le sport d'hiver. Puis, il y a eu le foot. Là, franchement, je suis tout, quoi. Ok, une sportive, dans la pratique et aussi. Mais c'est rare, parce que tu sais, il y a pas mal d'athlètes qui sont à fond dans leur pratique, mais qui après ne sont pas du tout dans les autres sports ou n'aiment pas trop regarder ce qui se fait, tu vois, les différentes compétitions. Ça, je peux comprendre parce que, en fait, t'es tellement. Enfin, on mange déjà notre sport au quotidien. Tu manges, tu dors. Enfin, c'est sport. Mais en fait, moi déjà qui viens d'un autre sport de base, donc déjà le basket, je continue à regarder. Et puis en fait, finalement, j'ai des amis. Je suis passée par l'INSEP et j'ai des amis encore donc d'autres disciplines. Et du coup, forcément, tu vas suivre, tu vas regarder. Et puis je suis passionnée. Je pense que je suis passionnée de sport en général et ça, franchement, du coup, même avec ma famille et tout le monde suit le sport. Mes parents sont à fond, donc ouais, c'est un truc que je fais et que j'aime faire ça quoi au quotidien. Ouais, regarder les compétitions et puis on parlait en off tous les deux de l'interview de Kylian Mbappé dans Click. Il y a des athlètes aussi qui t'inspirent, je suppose. T'aimes bien les entendre parler, écouter ce qu'ils ont à dire, leur vision peut-être de la performance, de l'entraînement, de la compétition, etc. C'est ça, c'est hyper important parce qu'au final. On est tous un peu dans le même bateau, genre même si à différentes échelles, voilà, bon, Kylian Mbappé, pour moi, c'est un des meilleurs sportifs français à l'heure actuelle. Mais il y a Léon Marchand, enfin, il est aussi passé sur Click récemment. Donc en fait, c'est tu te dis, toi. Tu as envie de réussir, c'est des personnes qui réussissent, qui passent aussi par des moments compliqués. Et du coup, ça me permet, moi, je le vois vraiment comme quelque chose de très enrichissant parce que tu te dis, ça permet si des fois tu vis des mauvais moments ou alors au contraire, des moments où tu es tout en haut, mais comment le gérer, tout ça, c'est des trucs vraiment importants et je pense que c'est bien d'aller voir dans tous les autres, dans d'autres sports ou pas, après c'est propre à chacun, mais en tout cas moi j'aime trop faire ça. Ouais, se nourrir un peu de chaque athlète, de chaque discipline. D'ailleurs tu vas le faire juste après, tu vas à un événement Adidas là, où tu auras plein de personnalités sympas. Judo, athlétisme, rugby, tu as vraiment plein de trucs et je trouve ça aussi top parce que du coup dans ces événements-là, tu discutes, même il y a aussi Estelle Mosley, c'est vrai que je me dis, mais en fait, c'est un peu comme une grande famille et en fait, les sportifs sont hyper sympas à chaque fois, donnent des conseils, tu discutes, t'apprends. T'en as qui ont vécu un peu les mêmes choses que toi, t'en as au contraire, ça s'est bien passé, mais au final, c'est quand même compliqué. Donc franchement, c'est hyper enrichissant, moi j'adore. Je me dis, c'est top. On s'en rend compte, même nous, ici sur ce plateau, parfois on a 2 athlètes en même temps qui pratiquent des disciplines complètement différentes et on arrive toujours en fait à trouver du lien entre les 2 athlètes. Tu as toujours des sujets, tu l'as dit, on est tous dans le même bateau en fait. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Et en fait, que tu fasses du tir à l'arc, de la natation, de la natation artistique, peu importe, le maître mot, c'est le travail. Donc après, bien sûr, on travaille différemment en fonction de nos sports, etc. Il y en a, c'est beaucoup plus le mental. Quand je pense au tir à l'arc, tu te dis, tu bouges pas, mais va tenir un arc déjà. La précision, moi je trouve, mais chaque sport, le tennis de table, mais t'as vu comment ils vont vite? C'est clair. Mais la natation, c'est des trucs, pour moi chaque sport est super dur parce que forcément en fait, on vise l'excellence et c'est ça qui nous rapproche. Je pense que c'est ça le lien à tous, c'est on vise l'excellence. Donc en fait, t'es obligé d'aller dépasser tes limites dans ton propre corps et dans ton mental et ça c'est ce qui nous lie tous au final quoi. En tout cas, Mathilde, ça me fait plaisir parce que je te sens hyper épanouie, sereine. C'est les vacances aussi, il faut le dire pour toi. Enfin, après une longue saison où voilà, il y a eu beaucoup d'énergie de déployer, beaucoup de compétition. Là, tu as fait donc cette TCL et maintenant, repos.
Ouais, repos, ça fait même bizarre de le dire parce que je crois que je réalise pas trop en fait. J'ai fait quelques jours à Londres après la TCL pour un peu profiter et visiter parce qu'à chaque fois on voyage énormément mais en fait on reste jamais pour visiter. Donc là, à Londres, à chaque fois j'y suis allée pour justement la TCL et des compétitions, mais j'avais jamais visité. Donc là, vraiment, j'ai fait en mode touriste pendant 3 jours. Et là, en fait, je rentre et je me dis, le lendemain, j'ai pas entraînement. C'est bizarre, franchement, c'est bizarre. T'arrives facilement à te détacher ou t'as une partie de toi, tu sais, qui est un peu, habitué, presque un peu peut-être aussi accro à cette, tu vois, en plus le cyclisme sur piste, je suppose que c'est une discipline où tu sécrètes énormément d'endorphines, tu vois. Ouais, c'est un peu bizarre, en mode, je suis un peu en manque bizarre de sport parce que le matin, en fait, notre journée, elle est tellement rythmée, c'est ça. Là, tu te lèves, tu mets pas de réveil. Là, j'attendais juste le taxi pour venir ici, tu vois, c'était mon truc de la journée, quoi. C'était ça, donc du coup, c'est hyper bizarre, mais je pense que c'est hyper important de le faire. Ah ouais, c'est essentiel, je pense, pour votre, en tant qu'athlète de haut niveau, tu sais ce que c'est, mais c'est hyper important d'avoir des moments dans ta saison où tu mets les bouchées doubles, où tu te tues presque à l'entraînement, et puis par contre, quand il faut couper à fond, quoi. C'est ça. De tout est vraiment en plus, j'ai vraiment la tête dans le guidon depuis 5 ans, quoi. Ouais, c'est le cas de le dire, en plus. Donc, c'est vrai que ma petite truc, c'est vraiment depuis 5 ans, parce que 2 ans avant Tokyo, fallait se qualifier, c'était mes premiers jeux. Il y a eu Tokyo, et finalement, 3 semaines après Tokyo, j'étais déjà en Coupe du Monde. Il y a eu un championnat du monde à Roubaix en 2021, donc en fait... ça fait un moment que tu n'as pas pu prendre vraiment de vacances, du temps pour toi. Et du coup, limite, tu sais pas trop comment faire. Du coup, c'est c'est pour ça que là, dès demain, je rentre chez moi dans le sud, parce que pour profiter de mes proches. Alors, eux, ils vont travailler, mais moi, je vais aller promener mon chien. Je vais vraiment profiter et justement déconnecter à fond, je pense, des réseaux sociaux. Et laisser mon téléphone tranquille. T'es beaucoup sur les réseaux, toi, d'habitude? T'es quand même assez active? Oui, forcément, parce que déjà, les gens j'ai de la chance d'avoir une très grande et belle communauté sur Insta. Du coup, c'est vrai que... Je crois, plus de 100 000 même, Donc, en fait, et franchement, c'est que de la bienveillance. J'ai pas de... Pas de haters. Non. Et ça, j'ai de la chance parce que je pense que c'est très rare en ce moment. Donc, du coup, c'est vrai que les gens me suivent et même moi, tu vois, c'est le fait de faire des posts, de leur montrer et tout ma vraie vie ou des fois ce qu'on fait, des trucs, voilà. Donc, moi, c'est vraiment le but à chaque fois, c'est pas de dire quand ça va, de dire quand ça va pas, de montrer aussi des fois qu'on fait des choses lambda et qu'on est toute une personne lambda et que des fois on est fatigué et que des fois, finalement, non, au contraire. Donc, du coup, je pense que là, puis après, souvent sur les compétitions, c'est ma sœur qui prend le relais. Qui gère mon côté Insta parce que c'est vrai que moi j'aime pas trop non plus, je préfère lire, couper un petit peu aussi pendant les compètes et par contre après le reste du temps c'est moi qui gère, donc là ce sera vraiment, je pense, de mettre une bonne semaine un peu au vert. Ouais, t'as raison, mais je trouve ça sympa, tu sais, tu dis que t'es assez transparente sur les réseaux sociaux, finalement tu montres un peu quand ça va bien, quand ça va moins bien. Ça me fait penser un peu à Renelle Lamotte, je sais pas si ça te parle, et tu la suis sur les réseaux, sur Instagram. On est ensemble à l'Armée des Champions, voilà, en plus. Et donc, ça, on s'éclate à chaque fois, quoi. Et Renelle, à chaque fois, elle montre un peu tout, quoi, de son quotidien, c'est très drôle. Donc c'est aussi sympa d'avoir des athlètes comme ça qui ne montrent pas que, tu vois, quand il y a des choses positives, qui parlent un peu de tout, quoi. Tu te sens un peu plus proche d'eux, je pense. Et je pense que c'est ce que les gens, ils aiment bien au final, parce que carrément. C'est vrai que par exemple 100 cas, c'est beaucoup quand même. Et pourtant, tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui poste tous les jours, 3 fois par jour. Et puis ces derniers temps, tu vois, je n'ai pas été championne olympique, je n'ai pas été championne du monde. Donc finalement, tu vois, j'ai énormément de personnes et je pense qui aiment bien un peu mon histoire et qui se rendent compte que tu es juste humain. Et ça, franchement, je me dis, mais j'ai tellement de chance. Ouais, mais je me dis, c'est aussi dingue, en fait. On ne réalise pas beaucoup, parce qu'on est habitué au nombre d'abonnés et tout ça. Mais tu dis 100 000 personnes suivent. Si tu ramènes 100 000 personnes dans un endroit et tu dis, tout ceux-là, là, ils me suivent. Je trouve ça dingue, moi. Ouais, franchement, non, c'est dingue. Même, tu vois, j'avais jamais vraiment réfléchi à 100 000 personnes. C'est vrai que ça fait beaucoup. Oui, carrément. Non, mais c'est super. Voilà, on a parlé un peu de ton actu, Mathilde. Je l'ai un peu teasé en intro, mais tu as aussi une histoire avec cette transition basket, cyclisme sur piste assez folle. On va se replonger un peu dans ton passé. Moi, je voudrais savoir déjà un peu la place du sport chez toi, quand tu étais petite, tes parents, tes frères et sœurs.
Alors, bah, déjà, ma mère est professeure de PS. Ah, voilà, donc, déjà, bon, déjà, voilà, bien ça pose solides. les bases. Voilà. Et mon père a fait 45 ans de foot. Ok. Donc, et en plus, au début, il en a fait. Et puis après, à l'époque, c'était un peu compliqué. C'était pas comme maintenant où tu as des crêpes et tout. Donc, Ouais. c'est vrai qu'à l'époque, bon, bah, il a choisi des études parce que, bah, en plus, le foot, tu as énormément de licenciés et tu n'en as pas beaucoup au final Non, qui c'est sortent. clair, c'est très très sélectif. Ouais, ouais. Du coup, c'est vrai que ses parents lui avaient dit non, vaut mieux faire les études sécurisées en tout cas parce que bah c'est vrai que si tu performes pas tant que ça, t'as pas de revenus. Donc donc lui fan de foot et tout. Et après pour eux c'était toujours hyper important. Donc on est 3 dans la famille avec mon frère et ma sœur. Je suis la plus grande. Et du coup on a toujours fait un sport indiv et un sport collectif. Ah oui. Donc, moi ok. je faisais de la danse et du basket. Ouais. Dès l'âge de 3 ans, ils m'ont mis au basket, même à la danse déjà, même Ok. dès Donc, le c'était début. pas un choix de ta part à ce moment-là, c'est eux qui. Voilà, Non, se ouais, sont bah dit, en fait, quand j'étais petite, je mangeais bien. Donc, il m'a vu à 3 ans, en plus j'étais déjà très très grande. Ouais. Et il m'a dit, non mais là, il faut qu'elle se Basket. dépense et Ouais. tout, parce que bah, même pour la santé, c'est important de bouger, etc. Donc tout de suite, en fait, le basket, le club de basket, c'était à Salon de Provence, c'était un petit Ouais. club. Et du coup, il m'avait accepté direct. Alors tu vois, normalement, c'est 4 ans et tout, mais Ouais, j'étais ouais. déjà super grande. Il m'avait dit, allez hop, La future pépite. voilà, Allez, viens, c'est viens, ça, tout de mais suite. tu vois, donc ça, et puis la danse, il m'avait mis même dès l'âge de 2 ans, parce que bah, tu sais, t'apprends, t'es avec d'autres enfants, Ouais, bien ça sûr, permet c'est vraiment de... c'est hyper formateur. c'est ça. Dans tout Et point de ma vue. sœur, pareil, de la danse. Et après, elle s'est mise à l'équitation. Ok. Et là, elle fait toujours de l'équitation à l'heure actuelle. Elle Ouais. a son cheval et tout. Donc, elle kiffe. Elle fait des concours pratiquement tous les week-ends. Enfin, elle est passionnée, passionnée de cheval. Et ça, franchement, je trouve que ça me fait encore plus flipper que mon sport. Ouais. Parce que, franchement, déjà, quand je vais la voir, mais c'est horrible. Hein. Je Ah sais ouais même pas. Ah ouais. De quoi les chutes, enfin t'as peur qu'elle Ouais, chute, t'as peur. ouais. Ouais, Déjà, je vois mais ce que tu attends, veux mais dire. un cheval, comment c'est haut. Ah bah, Mais oui, quand tu es sur le cheval, comment c'est encore plus haut. Enfin, franchement. Ouais, Et puis quand le tu cheval. regardes ça, c'est ça, quand tu regardes ça d'un œil extérieur, tu te dis, mais à tout moment. Non, mais si le cheval il voler, décide quoi. de pas sauter, Ah bah ouais. tu passes par-dessus. Ah Non, ouais. mais alors que nous, un vélo, t'as pas sur la piste en plus, c'est pas comme Ouais. sur la route. Ok, des fois il y a des chutes et tout, mais c'est rare. Et puis bah le vélo, il va pas d'un coup s'arrêter Oui. net. Tu vois, T'as c'est plutôt que un si ça contrôle touche. presque total sur ton vélo. C'est ça, c'est alors ça. que là, le cheval. Donc ouais, le cheval, donc voilà. Et puis mon frère, du coup, lui, il a fait basket et judo aussi. Ouais. Et après, il s'est mis au décathlon. Ok, ah oui. Et là, il s'est mis au cyclisme. D'accord, sur piste. Ouais. D'accord, ok. Ah, parce que j'allais te demander, j'allais te dire, c'est marrant, vous faites tous des disciplines différentes, mais tu as quand même ton frère qui t'a rejoint un peu dans. Bah en fait pour rigoler, il était monté sur un watt bike aussi. Je lui avais fait faire ça à Noël Ouais. dernier. Et finalement, bon, il faisait enfin, tu vois, il savait pas trop ce qu'il voulait faire à ce moment-là. Donc du coup, là, il essaye le cyclisme. Ok. Ça lui permet, il est en fac à côté. Du coup, Ouais. il essaye le cyclisme. C'est toujours important. Enfin, lui, il aime bien. Lui, il est à fond du sport aussi, donc ça permet de te dépenser et tout ça. Il découvre un autre univers, donc c'est cool, quoi. Donc, tu disais le basket, tu as commencé très tôt, Mm. tu as bien évolué quand même, tu avais un sacré niveau, tu as quand même intégré un pôle, Ouais. ce qui est quand même déjà énorme. Tu avais vraiment pour objectif d'en faire à haut niveau du basket, toi c'était dans ta tête, Ah ouais. je veux être basketteuse de haut niveau. Moi, c'était être en équipe de France A, basketteuse professionnelle Ouais. à la Céline Dumer, quoi. Ouais. C'était ma... Oh, mais j'étais fan et je le suis toujours d'elle, quoi. C'est juste... purée. Ah ouais, ça remonte. Hein. Ça, c'était quand t'as- Bah, ça, c'était ma première année. Ouais. J'avais 12 ans. La vache. Ouais, ouais, Je les hein. avais trouvés où, ces trucs? Eh ben, écoute, c'est la Fédé qui avait communiqué quand tu as été championne du monde en 2022. Ah oui, Voilà, c'est qui a mis un petit vrai. post. Non, mais ça, post je trouve sympa, ça dingue. Franchement, la fédé de basket qui met ce post Ouais. et tout... Enfin, c'est... je trouve ça- moi, je trouvais ça vraiment super sympa, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu jouais quel poste toi, J'étais hier. Ouais, ok. Et t'avais, ouais, tu citais Céline Dumer, qui t'en avait d'autres un peu des basketteurs, des basketteuses qui t'inspiraient, ou tu les prenais un peu comme modèle et comme objectif. Bah, t'avais Isabelle Yacoubou, Ah ouais. Diandra Alors, celui-ci, Tchatong. Isabelle. Ah bah, tu vois, Ouais. mais enfin, Sandrine t'avais Ruda aussi qu'on a reçue. Sandrine Gruda, mais ça, c'est des... En plus, elles sont toutes de la même génération. Ouais. Enfin, elles ont été vice-championnes olympiques. Enfin, Exactement. Ouais. c'est des filles, même chez les garçons, Tony Parker. Enfin, franchement, nous, en France, je trouve, on a vraiment énormément de talent, en tout cas, C'est clair. enfin, des monstres En basket. en basket Ouais. féminin et masculin, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis de plus en plus, hein, avec toute Ouais. la nouvelle génération, les Wembanyama, les Rizaché, les Sarr qui arrivent. Puis même en basket féminin, tu as des pépites aussi qui sont draftées en WNBA. Bah, c'est ça, moi j'étais avec Alexia Chartereau à l'INSEP et là, enfin, elle est monstrueuse, quoi. Non, mais c'est clair, on a un gros réservoir de talent en basket. Mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu es encore vraiment une passionnée de basket.
Ouais. Explique-nous un peu là. Alors je sais que tu expliques souvent cette histoire, mais c'est quand même hyper intéressant et complètement insolite, cette transition vers le cyclisme sur piste. Ouais, bah en fait, donc alors c'était ma deuxième année, donc Ouais. j'avais re-signé pour un an. L'entraîneur de l'époque m'avait gardée. En plus, c'était un peu galère parce que j'étais énormément blessée, Ouais. pubalgie et tout. Ça, c'était des trucs vraiment, j'avais galéré. Et il m'avait gardée et en fait, il avait décidé. Donc on était trois parce on était trois à avoir sauté une classe. Du coup, on était au lycée et les autres étaient en troisième, donc on n'avait pas le même emploi du temps. Et en fait, du coup, on est arrivés toutes les trois. Et ça, c'est trop marrant d'ailleurs parce que les deux ont été prises, Roxane et Maria ont été prises à l'INSEP Ok. en basket. Et moi, Ouais. j'ai été prise à l'INSEP en vélo. On était, tu vois, les trois Ouais, c'est meilleurs pas mal, potes. ça, ouais. Et du coup, bah, trop marrant, quoi. Et en fait, il nous a fait monter sur un watt bike. Et bah, moi, j'étais la première. Et en fait, j'ai fait un sprint. Et à l'époque, il y avait un entraîneur de BMX qui était là aussi. Et il s'est approché et ils ont regardé les watts. Et là, tu vois, ils ont un peu bugué en mode... quand même, ça fait beaucoup et tout. Et tu sais, des fois, tu as un problème d'étalonnement. Ouais, ils se sont dit ça a planté, quoi. Ouais, c'est ça, ça a planté. Donc, du coup... Et finalement, ils m'ont sorti un autre watt bike. Ouais. J'ai refait le même truc. Et là, en fait, après, donc en plus, j'étais en basket, tu vois. Ouais, bah après, ouais. ils m'ont donné des chaussures avec la cale et tout. Ça t'a dû dire, Et mais ça a qu'est-ce qui augmenté. se passe là? Il se passe quoi? Ouais, et ils m'ont dit, ouais, mais enfin, tu vois, du coup, l'entraîneur de BMX, après, il en a parlé autour de lui. Ça a fait un peu effet boule de neige. Et du coup, c'est remonté jusqu'au pôle de Saint-Quentin-en-Yvelines, jusqu'aux oreilles de l'entraîneur à l'époque. Et heureusement, il était ouvert un peu au changement et un peu au défi totalement impossible, un peu. Et il m'a proposé de venir, donc 2 mois après. Sauf que, par exemple, moi, je ne l'avais pas dit à mes parents ce qui s'était passé parce que c'était vraiment en mode pour moi... Oui, voilà, j'ai fait le test, j'ai fait un bon truc, mais c'est pas... Voilà, Ouais, et puis moi, j'étais fan de basket, tu Bah vois. ouais. Genre, j'étais à fond. Puis en plus, fallait qu'on aille chercher dans des centres de formation pour l'année d'après parce que c'est 2 ans, le pôle. Après, tu vois, c'est Oui, t'avais fini. déjà un vrai projet en tête. Ouais, Voilà. ouais. Et donc, puis moi, je voulais faire STAPS. Donc, j'avais déjà un peu mon truc tout tracé. Et finalement, ils ont reçu un coup de téléphone et tout. Et puis, bah, finalement, on a fait 1 semaine à Paris. C'est la première fois que je montais sur Paris. Ouais. Et j'ai découvert donc l'INSEP. Je suis montée sur la piste au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dès que je suis arrivée le premier jour, je suis arrivée, tu sais, mais par le haut du Vélodrome. Ouais. Parce que c'est vrai que les vélodromes, on aura quelques photos après, mais c'est... la piste inclinée, c'est un Mais délire. c'est ça, t'arrives, t'as 7 mètres de haut, 45 degrés d'inclinaison, et tu te dis, mais jamais de la vie je monte dessus. Ouais. Je tiens trop à ma vie. En plus, déjà, j'ai le vertige de base. Et finalement, bon, la première fois, je vais pas mentir, j'étais en pleurs sur mon vélo. Et en plus, l'entraîneur me disait, Are you okay? J'étais là, yes, mais je pleurais et tout. Et finalement, en fait, j'ai refait des tests pour vérifier que c'était pas, tu vois, un peu trop embelli au fur et à mesure du truc. Et du coup, après, ils m'ont proposé d'intégrer l'INSEP en septembre 2014. Et finalement, j'ai demandé un peu à mes proches et tout ça. Ils m'ont dit, franchement, fais ce que tu veux. Et puis, j'ai dit, mais attends, Mathilde, je rêve d'être championne olympique. Ouais. Et j'avais dit un jour, pour rigoler à mon père, j'avais dit, papa, je serai championne olympique dans n'importe quel sport, je m'en fous, mais je le serai, tu vois. Et là, j'ai fait, attends, mais ouais, tu galères. En basket, je galérais parce que j'avais énormément de blessures, mais énormément, alors que je travaillais énormément. Et de 12 à 14 ans, faire des abdos tous les jours, être blessée au quotidien, franchement, c'est compliqué. Hein. En plus, quand tu vois tes copines réussir et tout, et que toi, tu es là et tu veux faire partie du truc, mais tu n'y arrives pas. Et là, en fait, j'ai dit, non, mais attends, là, la porte, elle est ouverte, quoi. Et puis, j'ai dit, bah, au pire, ça marche pas, j'essaye 1 an. Après, bah, je rentre à la fac, puis voilà, je continue ma vie, quoi. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de changements, parce que le basket, c'est un sport déjà collectif, extrêmement ludique. Tu t'amuses quand tu joues. Ouais. Le cyclisme sur piste, alors déjà, c'est un sport individuel. Puis, bon, tu l'as dit en début d'émission, hein, y a la poubelle à côté après les séances, quoi. C'est très dur. Tu joues au basket, mais tu joues pas au vélo. Oui, voilà. Non, mais exactement. Et ça, je l'ai appris dès le début. Hein. Dès le début, tu es tout seul sur ton vélo, tu veux pas te mettre à fond, il n'y a pas de souci, tu seras nul, terminé. Au basket, des fois, tu marches pas, enfin, tu sais, des fois, tu es dans un mauvais mood, mais tu as tes 9 coéquipières qui peuvent prendre le relais, ça dure 40 minutes. Et puis qui sont là pour te rassurer aussi. Et puis, bah, des fois, c'est tout, des fois, il y en a, des fois, c'est pas ton jour. Le panier, tu n'arrives pas à marquer, c'est galère, alors que d'habitude, ça va, tu vois. Et là, c'est 40 secondes, la piste, c'est un 1 contre 1, tu as la lumière sur toi. Et puis, bah, tu perds, c'est toi toute seule. Ah ouais, tu peux pas te cacher, c'est vrai que c'est... Non, puis, ça a été dur à gérer au début, ça. Ouais. En plus, on était 15, tu vois, dans les vestiaires, 15 au pôle au quotidien. Là, tu étais toute seule. Ouais.
toute seule. Parce que toi, dans ton équipe de basket, tu avais tendance à te fondre un peu dans le collectif. Moi, j'étais capitaine. D'accord, donc t'es leader naturel. J'adore partager, j'adore, tu vois, l'entraide et tout ça. Ça doit te manquer, ça, quand tu arrives au cyclisme sur piste, où, comme tu dis, tu te retrouves seul avec toi-même et ton vélo. Et... Heureusement qu'il y avait l'INSEP à l'époque, parce que du coup, en fait, j'ai intégré, après, donc je suis arrivée en première. Ouais, en première. Et du coup, en fait, on était 28 dans la classe. Enfin, c'était un truc énorme. Et en fait, tu avais d'autres sportifs et sportives. Donc, en fait, je me sentais jamais vraiment seule parce qu'on faisait 4h30 par jour de cours. Pendant ces 4h30, on était ensemble. On faisait nos entraînements chacun de nos côtés. Et le repas du midi et le repas du soir, on était ensemble, tu vois. Genre, franchement, c'était sympa. Mais heureusement qu'il y avait l'INSEP. Parce que... pour moi, c'était hyper important de ne pas être tout seul. Là, à Saint-Quentin, maintenant, tu es tout seul, quoi. L'INSEP, elle est bois de Vincennes, et pour y aller, tu mets 1h45. Et comment tu as été accueillie, d'ailleurs, à l'INSEP? Parce que je me dis, il y a forcément tes coéquipières de cyclisme sur piste qui ont dû charbonner pour rentrer à l'INSEP. On sait que c'est très sélectif. Toi, tu y es rentré par recommandation du coach, après un test hyper réussi. Ça peut créer un peu de jalousie, peut-être. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ou pas? J'ai eu de la chance parce qu'à l'époque, il y avait, on était 2. Ah ouais, il y avait, non, 3. On était 3. Ouais. Mais en fait, elles étaient... c'était Mélissandre, qui est maintenant kiné en équipe de France. Ah oui, Mélissandre Pain. Mélissandre Pain, Et c'était Marie Dufour. Et en fait, j'ai été super bien accueillie. Ça a matché direct. Ça a matché direct. C'est des personnes vraiment en or, tu vois, qui sont super gentilles et tout. Et dès le début, elles m'ont super bien accueillie. Franchement, j'ai de la chance parce que moi aussi, je me suis dit, oulala, je suis passée un peu par les petits papiers, j'ai rien gagné, j'ai rien fait. J'avais même pas fait j'étais montée une fois sur la piste, tu vois. C'est pour ça, tu vois, je vais un peu poser ma question différemment parce qu'en effet, tu es bien accueilli par ces 2 personnes-là. Mais est-ce que toi, à un moment, tu t'es senti peut-être pas assez légitime quand tu es arrivé à l'INSEP où tu vois, tu te dis, je fais juste un test, ok, j'ai des qualités, un talent naturel dans cette discipline peut-être. Mais oui, comme tu dis, j'ai encore rien fait. J'arrive comme ça. Ouais, bien sûr que oui. C'était dur au début parce que... En plus, le premier jour, je monte, je tombe, je finis à l'hôpital. C'était le premier jour. Mes parents m'avaient déposé le 30 août. Le 1er septembre, j'étais déjà à l'infirmerie, hôpital, machin. Donc, mes parents, ils étaient un peu en stress aussi parce que j'avais 15 ans. C'était la première fois sur Paris. Et puis, en fait, tu es entouré que de champions, quoi. Ouais, c'est ça. Mélissandre, elle avait été championne du monde chez les juniors. Marie, pareil. Tu vois, elle avait fait des podiums, les garçons et tout. Et bon, tu te dis, mais attends, le défi, mais là, c'est même pas un défi. Enfin, tu vois même pas le haut de la montagne, quoi. Tu te dis, mais... Et en fait, je me suis dit, écoute, Mathilde, il n'y a qu'un truc qui va te sauver, c'est le travail. Ouais, c'est ça. Et heureusement, j'aime bien me faire mal. Et heureusement que mon père m'a toujours dit, quand j'étais plus jeune, que ce soit dans la vie perso, professionnelle, que ce soit dans le sport ou autre, le travail, ça paye toujours. La roue tourne. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. Mais c'est top de l'avoir compris aussi vite parce que je me dis, dans ton cas, j'essaie un peu de me mettre à ta place. Tu fais un test, hop, on te recrute à l'INSEP parce que tu as des qualités naturelles de base. Moi, je me serais un peu reposé dessus, tu vois, je me serais dit, écoute. En fait, j'ai tellement galéré au basket. Et heureusement, j'avais un coach en or, Olivier, franchement, parce qu'il aurait pu ne pas me garder la première année. J'étais tout le temps blessée, mais il voyait que, en fait... T'avais faim, quoi. Genre, franchement... Avant, c'est marrant parce qu'avant, mes jambes, c'était mon talon d'Achille. Mais vraiment, je détestais mes jambes. J'étais tout le temps blessée. Déchirure à l'ischio, déchirure au quadri, pubalgie. Je me disais, mais c'est quoi ça, quoi? Enfin, franchement, la loose. Et finalement, c'est ça qui me permet d'avoir fait tout ce que j'ai fait au vélo. Donc, mais du coup, c'est parce que à chaque fois, j'ai eu de la chance de croiser la route de personnes incroyables. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu c'était compliqué, mais en fait, je me suis dit, soit tu resteras un talent, mais j'ai pas envie d'être juste un talent parmi tant d'autres. Tu veux être une championne. Ouais. Et en fait, le fait de toujours travailler, je me suis dit, non, tu peux pas, quoi. Et puis en plus, avec Mélissandre et Marie qui s'entraînaient avec moi, tout de suite, assez rapidement, j'ai réussi à tu vois, à être dans leur même dynamique. Après, quand je me suis retrouvée toute seule à un moment donné, qu'on est arrivé sur Saint-Quentin, Mélissandre a arrêté, Marie avait arrêté. Et puis, il y a eu Sandy Claire, qui a été ma coéquipière pendant 2 ans pour préparer Tokyo. Malheureusement, après, elle n'a pas continué, enfin, elle n'a pas pu continuer le cyclisme. Mais du coup, tu vois, ces personnes-là, ça me permettait quand même, tu vois. Et puis, je me disais, OK, là, tu es toute seule, mais en fait, va faire avec les garçons, quoi.
Si moi, je ne me challenge pas, les Allemandes qui sont 3-4, les Anglaises qui sont 3-4, bah, elles se challengent au quotidien. Bah, je dis, bah, vas-y, quoi. Allez, on continue. Et est-ce que finalement, le fait de commencer sur le tard, la discipline, ça t'a pas fait aimer la discipline davantage? Tu sais, parce que je me dis, tu es avec des coéquipières qui en font depuis longtemps, tu vois, qui ont déjà voilà, le goût de l'effort, qui ont déjà fait des compètes, des entraînements. Toi, tu arrives, tu découvres une discipline. Ça, c'est aussi jouissif d'apprendre, en fait. Ouais, c'est clair. Une discipline. C'est clair. Et puis en plus, vu que je venais d'un sport totalement différent, il y avait des trucs qui m'ont vraiment aidée dans mon sport actuel. Et puis, je pense qu'en vrai, tu as des avantages et des inconvénients. Parce que, en plus, le cyclisme sur piste, je croyais que c'était tu vas vite. Oui, c'est ça. Bah, c'est bon, quoi. Mais en fait, hyper pas technique, du hyper tout. stratégique. Bien sûr. Ouais. Et ça, tu vois, quand tu arrives sur le tard, bah, tu pars avec du retard parce qu'en fait, tu en as qui font du vélo depuis qu'ils ont 6 ans, ils sont hyper à l'aise sur leur vélo et tout ça. Et donc ça, en fait, tu dois combler, tu dois vite l'apprendre. Ouais. Et donc je pense qu'en vrai, que tu commences tard ou que tu commences tôt, dans les deux cas, il faut que tu sois passionné et que tu aimes le travail. Si tu veux atteindre en tout cas l'excellence, le travail et tout le temps la remise en question. Et à quel moment tu t'es dit, OK, j'aime le cyclisme sur piste, j'aime cette discipline? Je crois que ça a été mon premier championnat de France, donc 1 an après. Parce qu'au début, j'ai détesté. Ah oui, pendant 1 an, t'aimes pas ce que tu fais. Enfin, tu es là. C'est pas que j'aime pas, mais en fait, la piste me faisait peur. Donc, faut se dire, le premier jour, je tombe. Quand tu tombes, alors heureusement, l'INSEP, c'était pas aussi haut. Mais quand le premier jour, tu tombes dès le début, que du coup, j'ai mis 2 mois avant de remonter sur la piste. Heureusement, après, vite, les vacances de Noël sont arrivées. Donc, hop là, tu rentres chez toi. Ça donc reste après, dans la tête, je suppose. En plus, c'est un peu un traumatisme. Ouais, aussi et puis tu te dis, purée, j'ai pas réussi, tu vois. Genre, tu vois les autres s'entraîner, tu te dis quand même et tout ça. Et après, en plus, 1er janvier, pas 1er janvier, fin janvier, je fais une première compétition à l'INSEP, mixte, endurance. Je suis tombée 2 fois en 15 minutes. Normalement, tu vois, tu tombes déjà une fois, c'est... Là, je tombais 2 fois. Il y avait mes parents, enfin, je me rappelle, il y avait mon père et mes grands-parents, il y avait tous mes potes qui étaient venus me voir et tout. Oh, et je suis repartie avec eux. J'ai dit, c'est quoi ce sport? Redonnez-moi un ballon. Ouais. Non, mais tu sais, tu vois, j'ai dit, tu te fais mal, tu avais des écharpes de partout. J'ai dit, non, mais sérieux, franchement, j'aime pas, quoi. J'aime pas, c'est nul, quoi. Franchement, je me suis dit... Et donc, je suis allée jusqu'à la gare avec mon père et mes grands-parents. Et finalement, tu vois, là, juste avant je les ai regardés monter et puis on avait discuté déjà un peu avec mon père. Il m'a dit, écoute, tu fais jusqu'à la fin de l'année, tu fais les France. Si t'aimes pas et que, tu t'épanouis pas et que tu vois que ça marche pas, bah t'arrêtes, y a pas de souci. C'est en juillet, en septembre, tu rentres à la maison et puis on t'inscrit à la fac et c'est bon, tu vois. Je me suis dit, allez. Et puis je suis remontée au mois d'avril sur la piste et de avril à juillet, j'ai bossé. Et puis finalement, les France, heureusement, sont bien passées. Donc du coup, ça m'a lancée après. C'était en quelle année, ça, Mathilde? C'était en 2015. 2015, ok. Ouais, donc, ça remonte quand même, mais tu as fait du chemin depuis, quand même. Ouais, mais on dirait pas, mais ouais, déjà. Bah ouais, mais tu as un beau palmarès. Double championne d'Europe du Keirin, 2018-2019, championne du monde de la vitesse en 2022. On va parler des Jeux aussi, Mathilde. Forcément, toi, tu as disputé tes 2e Jeux Olympiques à Paris. Bon, ça ne s'est pas passé forcément comme tu l'aurais voulu. Avant de parler en détail de la compétition, moi, ça m'intéresse de savoir, toi, les Jeux Olympiques, ça représente quoi pour toi? Ça représentait quoi pour toi avant de les disputer? De toute façon, même après les avoir disputés, c'est un rêve. C'est un rêve et c'est devenu un objectif. C'était un rêve avant quand je faisais du basket et tout. Et puis quand en fait, je me suis rendu compte que je pouvais aller atteindre ce que je cherchais, c'est devenu vraiment un objectif. Un objectif de carrière et puis un de mes objectifs de vie aussi. Donc vraiment, c'est, on va dire, le plus beau truc qui peut arriver dans une carrière d'un athlète. On a à peu près le même âge, Mathilde. Si je te demande un souvenir marquant des Jeux, un truc où tu t'es dit devant ta télé, c'est incroyable, je veux y être, quoi. C'est quand c'était les braqueuses à l'époque, quand elles font vice-championne olympique. Alors donc j'étais fan de basket. Et j'avais regardé tout leur parcours, tous leurs matchs. La demi-finale était incroyable et puis la finale, même si elles font 2, mais c'était incroyable. Et là je me suis dit, mais en plus je voyais mes parents et tout, parce que c'est des fans de sport. On regardait tous les Jeux olympiques à la télé, tous les sports et tout. Et j'ai regardé mes parents et tout, j'ai regardé la télé, je les ai vus, j'ai dit non mais c'est ça, moi je veux faire ça, quoi. Je veux vibrer comme ça et je veux faire vibrer les gens comme ça. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'avec les Jeux de Paris, tu as découvert finalement un peu les Jeux Olympiques, parce que toi, tu fais partie de cette génération qui a fait ses premiers Jeux à Tokyo. Il y
avait pas de public, Ouais, pas d'ambiance, ça il y avait avait rien à beaucoup voir. de restrictions sanitaires. Ouais, je suppose que quand tu vis des premiers jeux où c'est un rêve depuis petite, c'est un peu dur de vivre ces premiers à Tokyo, non, comme tu les as vécus? Ouais, franchement, c'était un peu déjà le report. Ouais. euh, Oui, déjà. c'est bizarre. Un an, mais à la fois c'est court, mais à la fois c'est long. Donc c'était vraiment Pour vous, bizarre. athlète, ou comme tu l'as dit, Ouais. tout est planifié, tout est calculé. t'as Et ton encore, pic de moi, ça forme. va parce que bon, j'avais quoi? J'avais 22 ans. Ouais. Mais je me disais, bah, il y en a plein qui ont arrêté. Enfin, je me rappelle à l'époque, il y en a qui devaient faire les Jeux de Tokyo. Ouais. Finalement, ils ont arrêté parce que repartir pour un an, c'est pas possible. Ouais. C'est tellement dur mentalement, psychologiquement, que du coup, c'est vrai que ça avait été compliqué. Et puis, bah, en fait, le port du masque tout le temps. Quelle horreur. Les plexiglas haut de 2 mètres, centre-piste, tu voyais rien du tout sur la piste, pas de public. Nous, on n'a pas fait la cérémonie d'ouverture parce qu'on est en fin de Jeux Ouais. Olympiques, donc on n'est pas parti 3 semaines avant, c'était logique. Donc on n'a pas fait la cérémonie d'ouverture. J'ai pas fait la clôture non plus, Ah ouais. parce que vu qu'en fait on était à 3h30 du village olympique, bah, le temps qu'on arrive, c'était déjà fini. Que le cyclisme sur piste, là où on était, j'ai l'impression que c'était une Coupe du Monde. Ouais, c'est ça en fait. Hein, ça, Franchement, ouais. Ça désacralise un peu ce que Ah sont mais les ça, jeux. Quoi, hein. ouais, ouais. Et en fait, tu te prends un peu la réalité quand tu es sur la piste. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé. Ouais, quand je me suis retrouvée sur la piste et que tu vois, tu as une nouvelle combi. Tout le monde a une nouvelle combi parce que c'est les jeux, Ouais. nouvelles couleurs et tout ça. Et là, vraiment, tu te rends compte que c'est les jeux. Ouais, ça fait bizarre, quoi. Et du coup, quand tu arrives à Paris, tu as fait la cérémonie d'ouverture, toi, à Ouais. Paris. Hein. Là, tu arrives, c'est bon, c'est le rêve éveillé, ça Ouais. démarre. Non, mais c'était incroyable, la Ouais. cérémonie d'ouverture. Mais c'était incroyable. Je me dis, mais moi, j'avais dit, mais je la fais. Bah ouais. Je la fais. Et J'ai vous de la aviez le chance. choix, hein, les athlètes, c'est ça? Ouais, hein, on avait le tu choix, ouais. choisis. On avait le choix. Nous, on était le 2 août. Ouais. Enfin, ça a commencé même, ouais, c'est ça, le 2 ou le 3, tu vois, donc on était super loin. Donc moi, j'ai dit, non, mais je veux la faire. Ouais. Je veux la faire parce que de toute façon, que tu marches ou que tu marches pas, enfin, à la fin, tu vois, genre, je m'étais dit, c'est tellement loin après, j'aurai le temps de récupérer, j'aurai le temps de Et m'entraîner. puis c'est un truc à vivre, quoi. Enfin, Mais je me ouais. dis, c'est une fois dans Mais ta vie. Mais oui, parce que les prochains jeux, si c'est dans 100 ans, on sera pas, on sera plus toi là. et moi, on Ouais, sera non, plus mais là, c'est tu clair. vois. Donc, mais je me dis non, mais en plus, ça sera dans les livres d'histoire, ça sera dans les trucs. Mais non, mais moi, je trouve ça ouf Ouais. de les avoir fait. C'était incroyable. Enfin, franchement, je me dis, mais heureusement que je l'ai faite, quoi. Heureusement que je l'ai faite. T'as pas eu trop froid, trop de pluie. Enfin, froid, ça va, mais il y a eu beaucoup de pluie. Ouais, bah en plus au début ça allait et puis Ouais. au fur et à mesure de la cérémonie, mais vraiment c'était. Et en fait je me suis dit, bah qu'est-ce que serait Paris sans pluie, Ouais. hein. Il pleut tellement tout le temps ici dans ce pays que. C'est vrai que ça donnait un peu de beauté, je trouve, Bah, encore plus à ouais. cette cérémonie, tu vois. Il y avait un petit Bah aspect. ouais. Bah franchement, s'il avait fait soleil, ce serait pas Paris. Oui. Vu qu'il pleut tout le temps ici, j'ai dit mes parents, tu vois, ils étaient morts de rire aussi parce que moi qui je viens du sud, Bah oui. j'ai habité longtemps dans le sud, donc c'est vrai que c'était un peu, c'était marrant. Mais moi j'avais dit non, mais ça rendait super beau la Ouais. pluie sur la Tour Eiffel. Non, franchement c'était incroyable. Enfin moi personnellement, ça m'a pas gâché la fête, Ouais. quoi. Après c'est vrai que mes chaussures étaient un peu mouillées, mais heureusement on est vite rentré au village et après de là on est rentré à la maison de la perf où on était, donc ça allait, quoi. Il y a un truc qui t'a marqué, particulièrement dans cette cérémonie d'ouverture. Il y a eu beaucoup de choses, hein, mais il y a un truc où vraiment tu t'es dit, mais c'est incroyable. En vrai, déjà, le nombre de gens. Ouais. Genre aux Sur les quais de abords. Seine, enfin, Oui, ouais, ouais. mais de partout. Il y en a, ils étaient sur des toits. Je me disais, mais vous êtes malades. Genre là, vous me disiez, là, si vous tombez, genre, ils étaient à leurs fenêtres. C'était des on vous aime, allez la France. Et là, tu te dis, waouh, genre vraiment, j'ai ressenti tellement un amour inconditionnel. Ouais. Mais à la fin, j'avais plus de bras, j'avais plus d'épaules. Tellement je secouais mes drapeaux. J'étais là, merci. Enfin, c'était incroyable. Et donc déjà ça, enfin, et après le mieux, je trouve, c'est quand on est arrivé sur la fin et que d'un coup j'ai vu notre bateau. Parce qu'en fait, quand tu es à l'intérieur, tu vois pas de l'extérieur ce que ça rend, Ouais. tu vois, notre péniche et tout ça, enfin, tu sais pas trop. Et quand j'ai vu à la télé, enfin, je crois que c'était l'écran de la télé, mais en fait, c'était nous. Là, vraiment, tu réalises, tu te dis waouh. Et tu arrives, tu as la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, tu arrives devant, tu as la Tour Eiffel. Et là, ça m'a marqué. Je me suis dit, ça y est, quoi. Ouais. Franchement, je trouve qu'on est la plus belle délégation. On en jette, on en veut, et les Français vont nous soutenir à fond. Et puis avec Céline Dion aussi, incroyable, hein, franchement. Ouais, ça, ouais, dingue, hein. c'était. Bah, moi, heureusement, enfin, je l'ai revu après parce qu'on n'entendait rien sur ouais, le bateau. ah bah. J'ai rien entendu. On voyait. Franchement, on n'a rien vu du Ouais. truc. On était. Enfin, tu sais, en plus, vu qu'ils font défiler toutes Bah oui, oui, oui. les nations, donc nous, on était la dernière, donc j'ai rien vu, j'ai rien entendu du show. Mais après, je l'ai revu en replay. Et puis, même ma famille qui regardait à la télé, ils avaient enregistré des trucs et tout. Ils avaient dit, ouais, c'est dingue, c'est dingue. Non, franchement, c'était. Enfin,
Alors, j'ai pas fait les cérémonies d'avant, Londres, etc. Mais là, défiler comme ça sur la scène, c'était de l'inédit. Hein. Oui, c'est donc, ça, ça n'a jamais été fait. Donc, et puis même les autres pays ont dit, franchement, je pense que c'est la plus belle. C'est clair. C'est à ce moment-là, c'est à la cérémonie, même si ta compétition commence bien plus tard, que tu as un petit coup de pression et tu dis, OK, les Jeux, ça commence là. On est aux Jeux Olympiques de Paris. C'était pas un coup de pression. Ouais. C'était un coup de... D'extase. Ouais, en mode, ça y est. En fait, tu rentres dans... Enfin, moi, c'était, je rentre dans ma bulle. D'accord. Ça y est, genre, ça, c'est fait. Ouais. Tu vois les autres sportifs et tout. Tout le monde, en fait, veut la même chose. Et là, tu dis, ça y est, je rentre. Et en fait, moi, c'est ce qui m'avait manqué aussi à Tokyo. C'est en fait, tu passes de ta vie normale à d'un coup, tu prends l'avion, tu arrives et puis on te dit, bah vas-y, ça y est, ça commence quoi. Alors qu'il n'y a rien, tu vas t'entraîner, tu vois, les jours d'avant et tout. Là, c'était vraiment, OK, ça commence. Et la vie au village, pareil, tu as découvert ça à Paris, parce qu'à Tokyo, voilà, c'était plexiglas, ce truc. Là, tu arrives, raconte-nous un peu, parce que même nous, médias, on ne sait pas trop comment ça se passe là-bas. Alors moi, j'ai fait 2 jours. Seulement 2 jours. Parce que nous, on était à la maison de la performance. Ouais. En fait, ils avaient pris, vu que le village, c'était très loin, enfin, c'était à 1 heure du Vélodrome, on nous avait franchement bien mis, on était vraiment dans un super cadre. Et ça nous a permis de, tu vois, on avait le chef cuistot qui nous faisait les repas diète, on avait de la clim, on avait une chambre par personne. Donc, on était vraiment dans les meilleures conditions pour perfer. Mais du coup, pour aller chercher notre accréditation, on a fait toute une journée là-bas. Ouais. C'était trop bien. Enfin, moi, j'étais. En plus, il n'y avait pas trop de monde encore. Okay. Donc, moi, on faisait partie des premiers accrédités athlètes français. Truc de ouf. Ah oui, c'est clair. Et quand on est arrivé, les bénévoles, des Français, enfin et tout. Donc, on était les premiers athlètes français accrédités. Et on a découvert un peu. Donc, je pense qu'on a fait tous les. J'ai même fait un timbre à ma tête. Non, mais truc de malade. J'ai gardé ça. J'ai dit non, mais ça. Ma famille et tout, enfin, c'était des souvenirs incroyables. Et c'est vrai que du coup, c'était pas plus mal non plus parce que du coup, le fait de ne pas être sur le village, aussi, tu as beaucoup moins de monde et ça te permet un peu de rester un peu plus focus. Quoi. Ouais. T'as goûté le fameux muffin ou pas? T'as eu le temps? Non. Non, non, parce que j'y suis allée les 2 jours avant. Et finalement, après, moi, j'ai pas fait la cérémonie de clôture, donc je ne suis pas retournée au village. Donc, j'ai pas pu goûter le fameux muffin. Bon. Mais apparemment, il a fait... Ah ouais, apparemment. Apparemment, pas mal de nations et tout, j'ai vu, ils ont bien aimé, Ouais, non, ça a fait un sacré succès. Ouais. Parlons un peu de ce qui s'est passé sur la piste. Déjà, j'aimerais savoir, tu vois, t'arrives sur la piste. Alors, je sais, hein, tous les athlètes, vous êtes préparés à l'ambiance, à tout ce qui peut se passer quand tu arrives sur la piste, sur un terrain, tout ça. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'y préparer, finalement? Quand tu arrives sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, est-ce que malgré toute la préparation, la pression prend un peu le dessus, le stress, l'excitation, un mélange de plein de choses, je suppose. Hein, mais... Bah oui, parce qu'en fait, personne n'a vécu des Jeux Olympiques à la maison. Ouais. Même les très grands champions qui ont vécu des Jeux Olympiques, c'est pas pareil que des Jeux Olympiques à la maison. Donc, du coup, c'est vrai qu'en fait, t'es jamais prêt. C'est comme si on te dit... c'est comme si tu sautes en parachute pour la première fois. T'as beau t'y préparer, imaginer, visualiser, tu l'as jamais fait. Donc, t'es jamais vraiment prêt à ce moment-là. Quoi. Toi, tu te rappelles exactement de la première réaction que tu as quand... Toi, ça a commencé le 7 août, hein, il me semble, avec le Keirin. Je crois, ouais. Tu arrives sur cette piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, tu regardes un peu autour de toi, tu sais que tout le public est acquis à ta cause. Enfin, ça ne s'arrive pas souvent quand même. Tu réagis comment? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps? Bah, c'est compliqué, tu vois, j'ai l'impression que limite, c'est pas comme si tu avais un moment d'absence, mais presque, tu vois. Enfin, moi, c'est un peu comme si tu n'entends plus grand-chose autour de toi et tu es vraiment, en fait, en plus, il n'y a pas de bruit au début, il y a 0 bruit. Et puis après, tu y vas et en fait, tu as un mélange de purée, genre, ça fait 3 ans que je m'entraîne pour ça. Ouais. Et en mode, c'est maintenant, genre. Ouais. Tu vois, toutes les compétitions qu'on a fait avant, tout ça, en fait, c'est ça. Genre, on en parlait, et ça y est, c'est maintenant. Donc, c'est vrai que c'est un peu flou, tu vois, parce que je me rappelle même plus vraiment le moment où, genre, ça a commencé tellement, je pense que j'étais dans un autre univers à ce moment-là, quoi. C'est vrai que les Jeux, ça fait quand même un moment que tout le monde en parle, c'est un projet pour les athlètes, même pour nous journalistes. Et c'est vrai que je me suis fait un peu la même réflexion que toi. Quand tu es dans le truc, bah, tu réalises pas tout de suite. Tu sais, tu te dis pas... Ok, c'est le truc dont on parle depuis 4-5 ans, même plus. Bah là, j'y suis. Quoi. Et pourtant, tu as le temps de le voir arriver parce que, comme tu as dit, tu as tout un truc qui est mis en place avant et tout. Mais en fait, en plus, ça passe tellement vite. J'ai eu l'impression, tu vois, que j'ai commencé la compète. Pourtant, c'était sur 5 jours. Hein. C'est super long. Hein. Mais j'ai l'impression que c'était fini, terminé. Et puis après, après plus rien. Quoi.
que la première épreuve pour toi, c'est le keirin. Est-ce que tu peux juste expliquer? Parce que peut-être que pour nos téléspectateurs, le keirin, bah, c'est un peu flou. Alors, le keirin, déjà, c'est une origine japonaise. Là-bas, tu vois, ils en font énormément. C'est comme le PMU chez nous. Là-bas, tu as les riders, les gens parient sur eux, tu as toutes des tactiques, etc. Donc, son origine, c'est de là-bas. En Europe, dans le monde maintenant, sur la piste, on est 6 derrière la moto. On tire au sort nos places. On part tous en même temps. La moto fait 3 tours. Et au bout de 3 tours, en fait, elle accélère au fur et à mesure. Au bout de 3 tours, elle s'écarte. Elle nous lâche à peu près à 50 km/h. Et là, il reste 3 tours. Et donc là, c'est un peu la bagarre en mode faut pas rester derrière, mais faut, tu vois, être en tête. Mais si tu es trop en tête trop longtemps, enfin bref, tu te prends tout le vent. Donc c'est un truc c'est là, on va dire, où il y a le plus de chutes comparé à la vitesse. Et puis la vitesse individuelle, tu as donc un 200 mètres au début. Donc, en fait, on fait un 200 mètres individuel. Donc, après, tu es classé par le meilleur temps. Donc, moi, j'avais fait 4e au jeu. Non, 5e, je crois. 5e au jeu. Et en fait, après, ils établissent le tableau de course. Donc, après, tu tombes, donc, premier temps contre le 32e, etc. Enfin, tu as tout un truc. Jusqu'en 8e, c'est une manche sèche. Tu as des repêchages au jeu. Très sympa à regarder d'ailleurs. La vitesse, c'est quand même... Du coup, on tire au sort pareil quel numéro on est sur la ligne, entre 1 et 2. Et là, c'est pareil, c'est 3 tours. Donc au début, tu te regardes, tu te josses, t'imagines ce que veut faire l'autre, etc. Et après, c'est la première qui passe la ligne qui a gagné, quoi. Voilà, les explications parfaites. Là, normalement, vous avez tout compris. J'espère. Toi, ça a commencé par le keirin. Alors, tu fais 5e de ta demi-finale, donc tu passes pas en finale. Tu l'as dit, hein, c'est assez aléatoire aussi le keirin. Toi, tu te retrouves vite enfermé. Et je me rappelle qu'après cette course, tu es évidemment très déçu, mais pas abattu. Tu arrives tout de suite vite à te projeter sur la vitesse derrière et tu sais qu'il te reste une opportunité. En fait, honnêtement, ça a été très dur. Parce que en fait, je me sentais tellement bien que j'ai pas compris. Et j'étais vraiment énervée contre moi-même d'avoir fait cette erreur de rester derrière et de me laisser enfermer, en fait. Et parce que plusieurs fois dans la saison, ça m'est arrivé. Et du coup, je m'étais dit, non, mais là, c'est bon, ça ne m'arrivera pas au jeu. J'ai bossé, c'est bon. Et en fait, tu vois, tu te dis, putain, mais c'est pas possible, quoi. Tu y penses pendant la course, tu te dis, putain, là, je suis en train de me faire enfermer, en fait. En fait, tu le vois. En fait, à un moment donné, j'ai un moment d'hésitation, mais une fraction de seconde d'y aller, j'y vais pas. Et c'est à 2 tours, mais en fait, c'est fini. Après, c'est mort. Et en fait, tu te vois bloqué derrière et tu te dis, mais non, mais non. Tu te vois perdre, en fait. Ouais, parce que tu es bloqué et tu sais que tu vas pas faire 3, ou au moins dans les 3. Et là, c'était horrible, horrible. Et du coup, après, on te dit, ouais, mais bon, il y a la vitesse demain et tout. Ouais, mais en fait, je pense que j'ai eu un coup au moral à ce moment-là et je pense que ça a impacté pour la suite. C'est vrai que je me fais la réflexion, hein, je m'autocritique un peu, mais c'est un truc aussi un peu de journaliste, je trouve, de tout de suite dire à la tête, ouais, mais en fait, après, tu peux switcher, tu peux te remobiliser, tu as encore une épreuve, tu as encore un truc. Ouais, mais en fait, comme tu le dis, quand c'est un projet où ça fait je sais pas combien d'années que tu es dedans, tu foires ta première course, tu es vénère et tu n'as pas envie qu'on te parle tout de suite de ce qui arrive après. Toi, tu es focus sur le truc. Et c'est difficile, en fait. Limite, tu as envie de dire aux gens, mais arrêtez de me parler de la vitesse, quoi. C'est bon, tu vois. Ouais, mais après, c'est le jeu aussi. On a de la chance d'être médiatisé à ce moment-là. On a de la chance de... Enfin, voilà, je fais les jeux. Après, voilà, c'est le jeu. Hein. Tu perds, tant pis. Tu gagnes, tant mieux. Mais après, je me suis dit, non, mais de toute façon... parce qu'après, on te disait, tu veux aller parler aux journalistes ou pas. J'ai dit, non, j'y vais. C'est important. Et puis même, le journaliste va retransmettre aussi au public. Donc, aux gens qui soutiennent. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis dit, au lieu de, on va dire, parler à ma place, je préfère parler, m'exprimer et dire tout ça. Après, c'est vrai que je me rappelle plus trop ce que j'avais dit, comment j'étais, mais je sais que j'étais un peu... je pense que je devais avoir une sale tête. Je pense que je devais être triste. Mais du coup, c'était important. Enfin, pour moi, hop, toc, toc, on y va. Ça fait partie du process. Bon, hop, t'as perdu, tu vas parler au journaliste, récupération, massage, bouffe, et ensuite on repart le lendemain. Il y a quand même de la bienveillance pendant les Jeux Olympiques. Enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais entre athlètes et journalistes, on est tellement dans le truc aussi, que le public aussi d'ailleurs, mais on vit la compétition avec vous. C'est ça. On crie avec vous, on pleure avec vous. Ouais, c'est ça. Tout le monde veut qu'on marche. Enfin, tout le monde. Donc moi, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, ne pas aller parler aux journalistes, je trouve pas ça cool. Parce que, en fait, sans eux, ton sport, il n'est pas médiatisé. Puis en plus, c'est un job aussi. Au final, être sportif de haut niveau, c'est notre métier. Donc, pour moi, ça fait partie du job. Parlons de la vitesse maintenant. Donc voilà, tu as réussi à te remobiliser, à switcher un peu, tu arrives sur la vitesse, tu passes pas le cap des 8e, donc tu as encore une course de repêchage pour encore espérer un peu quelque chose. Là, je suppose que
pour le coup, on parlait beaucoup de pression. Là, il doit en avoir énormément sur tes épaules à ce moment-là de la compète. C'est un peu le dernier joker, la dernière chance. Ouais, et en fait, c'était un peu compliqué tout le long du tournoi. Le 200 mètres, pour moi, j'étais vraiment pas satisfaite de mon temps. Pour moi, je pensais aller faire mieux qu'une 5e place. Même si ça veut rien dire, parce qu'au final, tu vois, au final, le carré final, oui, t'as les 3, mais ça suit pas l'ordre, en fait, du 200 mètres. Mais bon, du coup, je me suis dit, dommage. Et après, en fait, pendant les courses, je me sentais pas, je sais pas, je me sentais pas bien sur la piste. J'arrivais pas à trouver mes repères, j'arrivais pas à sentir mon pédalage, j'arrivais pas, et c'était horrible. Tu sais, j'ai l'impression que je me battais contre moi-même. Et je sais pas pourquoi. Même avec le recul, là, ça fait quand même un petit moment que les Jeux sont finis. Je suppose que tu as eu aussi le temps de faire un peu une introspection, entre guillemets, et de te replonger un peu dans ce qui s'est passé. Tu as trouvé des réponses à ces questions-là? Je sais pas si c'est les bonnes réponses, mais je pense que j'ai attaqué ces Jeux avec pas toute l'énergie que j'aurais dû avoir. Tu sais, nous, le sprint, c'est très juteux, en fait. Ouais. C'est beaucoup d'énergie. Et je pense que la préparation, les compétitions avant, l'année qui a été longue, a fait que, tu vois, moi je pense que j'avais dit celle qui gagnerait, ça serait celle qui serait la plus fraîche mentalement. Ouais. Et au final, ça a été le cas. Donc, je pense que j'ai usé beaucoup d'énergie et que j'ai attaqué ces Jeux. J'avais pas toute l'énergie que je souhaitais et que je voulais. Et du coup, avec le kérine, la pression, puis la vitesse, le 200 mètres, en fait, après, autour des matchs, franchement, c'est ça qui m'a fait un peu de peine, c'est que je ne me suis pas reconnue, tu vois, sur le 8e, par exemple, contre la Hollandaise. J'ai perdu, mais j'ai dit, attends, mais jamais je dois perdre comme ça, quoi. Jamais. Et puis après, le repêchage, malheureusement, c'était un peu un remake de Tokyo. Donc, je pense qu'inconsciemment aussi, j'avais cette... Les vieux démons qui reviennent. Ouais, tu sais, en mode 4e temps à Tokyo, en haut 200 mètres, éliminé en 8e repêchage, alors que je dois jamais perdre, je perds pour 1 millième. Là, je perds pareil pour... ça joue vraiment à rien. Ouais. Et du coup, tu te dis, c'est dur. Tu le sais tout de suite, quand tu passes la ligne, tu sais tout de suite que tu as perdu. Je la vois, en fait, je la vois remonter et je me vois, je suis à fond et tout, et je vois sa roue. Et je me dis, purée. Et quand je jette mon vélo, je sais que son vélo, il a passé avant. Et qu'est-ce qui te traverse à ce moment-là? Je suppose que c'est plein d'émotions, mais il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a peut-être même un peu de honte. Enfin, à toi de me dire. Sur le coup, je réalise pas trop. D'accord. Genre, je descends du vélo. Pareil, petit moment d'absence, quoi. Ouais, petit moment d'absence. Ouais. Et je pense qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme quand les gens subissent un traumatisme, ils oublient. Enfin, en mode de ton cerveau, il a fait un blackout. Ben moi, c'est ce qui s'est passé. En mode, je sais plus trop, tu vois. Même là, je sais... Enfin, je suis descendue, je crois que j'ai même pas enlevé mon casque, je crois qu'on m'a récupéré, je suis pas allée parler tout de suite aux médias, et je crois que je fais le tour du vélodrome, mais en bas dans les coursives. Je roule sur mon vélo de route, tu sais, je roule, alors que j'ai mon casque et tout. Et en fait, à un moment donné, ma prep mentale m'arrête, et je m'effondre. Je m'effondre, parce que je me rends compte que ça y est, c'est fini, et que j'irai pas même en quart de finale, quoi. Enfin, ouais, c'était un peu la honte, la loose, de la déception, de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension. Et en mode, non, moi, j'avais pas de plan B, en fait. Et du coup, c'était dur. Donc, j'ai un petit peu évacué. Et après, je suis allée parler aux médias. Ouais. Justement, je rebondis, tu me fais un peu la transition, mais tu as parlé aux médias, en effet, et tu as dit quand même des choses assez fortes. Hein. Je sais même plus ce que j'ai dit. Tu as dit une partie de moi est morte et ne reviendra plus jamais. Tu vois, c'est quand même des mots assez puissants, assez un peu déroutant même quand on entend ça, tu vois. Plusieurs mois après, là, tu es assis sur ce canapé, est-ce que tu as toujours le même ressenti? Une partie de toi a disparu, est morte, Mathilde, ou alors... Ça, elle aura toujours disparu. Ouais. C'est-à-dire que quand quelque chose est mort, ça ne repousse pas, ça ne revient pas, c'est mort, c'est mort. Donc ça le restera à vie. Comme j'ai été marquée après Tokyo, c'était pas autant parce que j'avais pas autant préparé, j'avais pas... Tu vois, là, après, il y avait un journaliste qui m'avait dit après Paris, si vous aviez des choses à changer, j'ai fait, je n'ai rien à changer. Oui, c'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai pu contrôler, je l'ai fait. J'ai investi du temps, de l'argent, tout ce que je pouvais dans tous les domaines. J'ai tout fait au mieux que ce que je pouvais faire. Et du coup, donc c'est ça un peu. Donc
la déception après, elle a été très violente et comme tu l'as dit, bah voilà, une partie de moi est morte. Mais la guérison, le chemin de la guérison a été plus rapide. Parce que du coup... Tu as mettre des mots sur tes mots très vite. Et le fait de l'avoir dit ouvertement aux médias, comme si en fait, moi j'ai dit, j'ai besoin de dire, ça va pas, c'est un peu la catastrophe, on va dire, enfin c'est un peu le bazar. Mais du coup, bah, à un moment donné, c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer. Il y a eu ce temps en fait un peu de deuil. Et après, bah, à un moment donné, et puis le fait de parler aussi à d'autres athlètes. J'ai de la chance de faire partie du bataillon de Joinville. Ouais. Et en fait, j'ai eu, du coup, après, on a fait des rassemblements. Et quand tu discutes avec des athlètes qui ont été médaillés et des athlètes qui n'ont pas été médaillés, tu te rends compte qu'il y en a plein, en fait. Au final, c'est vrai, il y a eu 80 médailles à peu près, mais on était plus de 400 athlètes français. Donc, en fait, t'imagines le nombre qui n'ont pas été médaillés et qui ont tout donné pendant ces 3 ans, et voire même plus. Donc, du coup, ça permet aussi de... C'est ça que j'adore et que je me dis, je suis vraiment chanceuse de faire partie de l'Armée des champions parce que, du coup, il y avait Renelle Lamotte aussi. Oui, tu vois, il y avait d'autres athlètes. Et en fait, ça permet vraiment de discuter et de dire les choses avec, par exemple, avec qui ta famille ne vont pas forcément comprendre parce que, bah oui, ils te soutiennent, mais tu vois, c'est différent. Oui, ils sont un peu extérieurs à cet univers, ouais. bien sûr. Et puis, en plus, je pense qu'en vrai, quand j'ai fait une interview et que j'ai dit cette partie de moi-là est morte, etc., ça les a beaucoup touchés. Bien sûr. Ouais. Donc, du coup, l'objectif, c'était vraiment de partager des moments avec d'autres athlètes et ça m'a fait du bien. Mais c'est important de le souligner et de le redire, même pour tous ceux qui nous regardent. Quand on est athlète de haut niveau, on perd plus que l'on gagne. Et ça, les gens ont peut-être tendance à l'oublier, mais c'est une réalité. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de personnes qui ont pu t'inspirer. On a reçu Sandrine Gruda ici. Et on a un peu abordé ces sujets, la défaite, comment on se reconstruit après ça. Et on va écouter ce qu'elle nous a dit, Sandrine. Si tu devais retenir une seule chose, un moment, c'est pas obligatoirement une médaille ou une compète, mais un moment, tu as le droit de repartir avec une petite photo là, dans un cadre de l'équipe de France. Tu choisis quoi, Sandrine, pour toi? Alors, je vais dire un moment, parce que je pense que ce moment a joué un grand rôle dans l'histoire de l'équipe de France. C'est 2007. L'année du flop au championnat d'Europe en Italie, ça a été catastrophique. On finit 10e, je crois. Parce que je pense qu'on a vécu ce moment-là ultra désagréable, très humiliant aussi. Parce que même si on n'était pas la meilleure nation, on était quand même dans le top 5. Peut-être la 5e meilleure nation d'Europe. Mais là, finir 10e, c'était pour moi catastrophique. Et c'est une grosse déception parce que je voulais commencer mon épopée JO en 2008. Et là, tout s'écroule. Et je pense que ce moment-là, qui est malheureux, au final, nous a servi en fait pour aller chercher toutes ces médailles. C'est intéressant parce que Sandrine nous parle de 2007, le flop de l'équipe de France. 2009, elles sont championnes d'Europe. Je me dis que ça peut un peu faire un lien avec ce que tu vis actuellement, des Jeux Olympiques compliqués, des championnats du monde compliqués. Est-ce que tu penses que ces deux déceptions, ça peut justement peut-être provoquer un déclencheur, un déclic pour la suite de ta carrière? Je vais te répondre tout simplement. Tokyo 2021, la catastrophe. Et 2022. Et 2022, championne du monde. Mais franchement, c'est hyper intéressant. Tu vois, quand tu as des sportifs comme Sandrine Gruda qui te disent ça, forcément, tu écoutes et tu te dis... moi, j'imagine un peu ma carrière ou la vie d'un athlète de haut niveau. En fait, c'est un peu comme une roue à vélo, quoi. Des fois, tu es en haut et puis à un moment donné, tu te retrouves en bas et puis à un moment donné, ça va remonter. Donc, je pense que cette année 2024 sera et me servira pour la suite parce que je ne compte pas m'arrêter tout de suite, quoi. Bien sûr, tu me parlais en off, 2028, 2032, Brisbane, donc il y a encore plein d'objectifs. Tu t'es senti assez accompagné par la fédération, par des entraîneurs, après une désillusion comme ça? On sait que quand un athlète gagne des titres, tout le monde l'acclame. Quand on se plante un peu, ça peut être difficile. Est-ce que toi, tu t'es senti assez accompagné à ce niveau-là? Moi, ça a été compliqué dans le sens, tu sais, quand tu vis un truc comme ça, tu veux pas parler. Pas forcément avoir le réflexe de demander de l'aide et dire... Et puis en plus, nous, la piste, ça a été compliqué. À part le sacre de Benjamin Thomas, je pense que c'est le pire résultat depuis très longtemps pour les sprinteurs.
Donc c'est vrai, je pense que ça a été... En plus, je suis partie très rapidement du centre. Enfin, moi, le dimanche 10 août, le matin, j'étais déjà dans ma voiture et j'étais déjà partie de la maison de la perf parce que j'avais besoin tout de suite de partir. À ce moment-là, je voulais pas faire la cérémonie de clôture et tout. C'était trop dur émotionnellement, Bah en fait, non. Genre, c'était tellement dur même que... si tu la méritais pas un peu au fond de toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, tu sais, bah, en fait, pour moi, la cérémonie de clôture, c'était si j'y vais et que je tire la gueule, bah non, enfin, tu vois, c'est une fête. Enfin, tu finis ces jeux et tout ça. Et moi, je me suis dit, mais moi, je vais aller là-bas, ça va être horrible. Ouais. Comme après Tokyo, je suis pas allée sur la parade des champs, j'ai pas fait parce que pour moi, je pouvais pas, tu vois, là, je me sentais pas d'être dans le stade et saluer, sourire, alors qu'en fait, sur le coup, à l'heure actuelle, j'avais pas gagné, donc en fait les gens ils allaient m'acclamer pour, enfin tu vois, sur le coup c'est un peu une récompense, le petit bonbon après ouais. une compétition réussie et... ouais, enfin pour moi en tout cas sur le coup ouais, alors que tu vois, enfin c'est vrai que de la faire il y en a plein qui l'ont fait qui n'ont pas été médaillés, mais parce que je pense que chacun avait besoin de la vivre différemment. Donc c'est vrai que je suis partie et puis après donc je pense que ça a été aussi compliqué pour la fédération à ce moment-là. Pour l'entraîneur aussi, parce qu'il a vécu aussi sa désillusion, parce que de base, c'était un peu, lui aussi, son objectif, il n'avait jamais été champion olympique. Oui, Grégory Boger ouais. qui était effondré, hein, presque autant que toi ouais. après tout ça. Ouais, donc en fait, je pense que ça a été... donc après, moi, je sais que, enfin voilà, la fédération et Florian Rousseau m'avaient dit si tu as besoin. Donc voilà, ils ne sont pas non plus venus trop, parce que moi, ouais. tu vois, je pense qu'ils avaient senti aussi que j'avais besoin qu'on me parle pas à ce moment-là. Et du coup, après, c'est vrai que les choses se sont enchaînées très rapidement parce qu'il y a eu un championnat du monde mi-octobre. Donc, il a fallu revenir. Et puis, c'était un peu... je pense qu'en vrai, c'était vraiment compliqué pour tout le monde. Et puis, tu sais, j'avais pas non plus envie d'en parler parce que t'arrivais sur le championnat du monde. Ouais. Et puis en fait, finalement, au championnat du monde, on a appris pas mal de démissions, de départs. Oui, bah, Grégory Boger, ouais. Michael D'Almeida. Ouais. Voilà. Donc c'était un peu aussi pareil, ce moment de flottement où tu sais pas trop. Toi, tu t'es senti touché par ça, étant donné que voilà, avec Grégory Boger, on en discutait un peu off, c'était une relation particulière. Il y a eu quelques accros, mais ça fait partie aussi de la vie d'une athlète et de son entraîneur. Mais il te suit depuis longtemps, il t'a inspiré aussi quand tu es arrivé. Le fait qu'il quitte son poste. Après une désillusion pareille, quand toi, tu es dans un moment un peu plus bas dans ta carrière, est-ce que ça t'a affecté ? Bah, c'est vrai que donc, moi, je l'ai appris, il me l'a dit à la fin des mondiaux. Ouais. Et en fait, ça a été assez un peu rapide dans le sens, le dimanche soir, on a pris l'avion du Danemark, on est rentré. Et en fait, bah, le lundi matin, il était plus là, dans le sens il est plus revenu. Son assistant, enfin son adjoint aussi, Michael D'Almeida, ouais. Avec qui j'étais aussi très proche. Donc, c'est vrai que tu avais l'impression que ouais, tu descends, et tu sais pas trop jusqu'où ça va et comment ça se passe. Et du coup, tu apprends à vivre au jour le jour, ouais. et à essayer de... Enfin, je me suis dit, enfin voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Tu vois, même la fédération, je pense qu'ils devaient rendre aussi des comptes à d'autres choses. Enfin, on ne sait pas tout ce qui se passe. Et du coup, c'est vrai que je pense que cette période a été compliquée pour tout le monde, tous les acteurs. C'est vrai que, enfin, moi, je pars toujours du principe que c'est toujours plus dur pour l'athlète parce qu'au final, c'est toi qui es sur le vélo. C'est toi qui es en première ligne. Hein, ouais, voilà, c'est toi qui es en première ligne. Mais du coup, c'était aussi une préparation voilà, de tout le monde. Il y a eu énormément d'acteurs qui ont été investis pour cette Olympiade, des scientifiques, des chercheurs. Donc, c'est vrai que tout le monde était très attristé, je pense, du résultat. Et du coup, c'était délicat un peu pour tout le monde. Tout le monde fait un peu son deuil différemment. Il y a des athlètes qui n'ont pas voulu faire les championnats du monde. Il y en a qui ont voulu les faire. Comment tu gères ta colère? Comment tu gères tout ça? Donc, c'est vrai que c'était pas évident, mais j'ai de la chance d'être bien entourée. Et tu vois, moi, j'ai pas senti un délaissement total de la part de la fédération. Et je sais que du coup, je pense qu'ils savent que ça a été assez compliqué. Et surtout que pour moi, en plus, j'étais favorite, quoi. Oui, tu étais favorite, tu étais un peu le visage aussi du cyclisme sur piste. Justement, dernière question, après on va devoir quitter, on pourra encore en parler des heures de tout ça, mais est-ce que tu t'es peut-être senti un peu trop attendu, justement, quand tu es dans ce statut de favorite? Il y a beaucoup de poids sur tes épaules, on en entend beaucoup, on parle de Mathilde Cros, on en parle dans les médias, on se dit que les chances du cyclisme sur piste reposent sur tes épaules. Est-ce que, avec un peu de recul, tu te dis
j'aurais peut-être aimé avoir un peu moins de regard sur moi, un peu moins de pression, ou pas du tout? Non, moi c'était plus, tu vois, j'étais un peu triste pour les garçons parce que du coup, eux, ils ont été médaillés à Tokyo. Oui. Et bon, là, ils font 4e. Donc c'est vrai que, tu vois, c'est toujours un peu... en plus, on a un sport pas beaucoup médiatisé et assez mis en lumière à ce moment-là des Jeux Olympiques. La seule fenêtre, il y en a d'autres, Ouais. c'est la grosse fenêtre d'exposition, elle est là, elle est pendant les Jeux. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu triste pour eux parce que eux aussi, tu sais, quand c'est un sport individuel, mais t'es plusieurs en fait dedans. Donc du coup, c'est vrai que finalement, tu vois, dans tous les cas, depuis 2017, je suis mise en avant où je porte un peu, je suis le fer de lance de la fédération. Mais ça, au final, je me dis, je préfère ça parce que ça veut dire que je marche et que j'ai des chances que l'inverse où au final, on parle pas de toi, on parle pas de ton sport, tu vois, il y a rien. Moi, je me dis, au moins, tu vois, je fais découvrir le cyclisme aux gens, aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Il y en a plein qui ont commencé la piste depuis les Jeux parce que, ils ont aimé. Et ça, je me dis, c'est que du bénéfice. Donc, on pourra jamais savoir, je pourrais jamais savoir si j'avais eu moins de pression, est-ce que j'aurais marché. En vrai, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça qui a fait que j'ai pas été médaillée. Ouais. Alors, j'ai pas la réponse exacte, mais en tout cas, tu vois, ça a pas. On cherche tout le temps les réponses. Oui, c'est vrai. On est tout le temps dans la vie à chercher des réponses à tout. Parfois. C'est ça. Et puis quand je regarde celles qui a gagné ou puis le podium, elles étaient au-dessus. Tu vois, tu en as 3-4 qui étaient au-dessus du lot. Et puis c'est comme ça, c'est un jour, un moment. Et puis il y en aura d'autres. Ça, il y en aura d'autres. Donc on le sait, la suite à long terme, Los Angeles, Brisbane, tu l'as dit. Et là, à court terme, par contre, tu es un peu dans l'inconnu finalement, Mathilde. Il y a plus de coach. Là, donc en fait, il va y avoir plein d'élections fin d'année, début d'année aussi. Donc un nouvel entraîneur. Je pense du renouveau. Nouveau DTN aussi. Là, les élections présidentielles de la Fédé. Donc là, ça va être vraiment l'objectif de couper, de prendre du temps avec ma famille parce que c'est vrai, j'ai de la chance, j'ai mes grands-parents et ça passe vite. Donc profiter, faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et puis après, on verra en fonction de qui arrive, comment ça se passe, parler avec ces gens et monter quelque chose. Et je me dis, c'est que objectif, septembre 2025, tout soit calé et que je puisse m'épanouir vraiment dans mon sport et avancer et surtout aller chercher des médailles, quoi. Voilà, Mathilde, toujours en quête d'excellence, donc rendez-vous avec l'avenir 2028-2032 et puis on te souhaite encore plein de belles médailles. Merci beaucoup Mathilde, c'était hyper plaisant, franchement, j'ai pas vu passer le temps. Moi non plus. Et c'était vraiment trop bien, donc je te souhaite une très bonne continuation, repose-toi bien, pose le vélo dans un coin là, tu le reverras plus tard, tu auras bien le temps de mettre la poubelle sur la piste pour après tes séances, donc prends du temps pour toi et merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir, c'était top. Merci beaucoup. Et puis merci à toute l'équipe technique aussi, qui à chaque fois réalise un gros travail pour cette émission. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sport Stream, le dernier avant les vacances de Noël. Et ouais, c'est bientôt Noël, ça c'est cool. Allez, bye bye, salut tout le monde.